Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre notre émission Grand Témoin sur votre plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue dans votre émission Grand Témoin. Nous recevons aujourd'hui un acteur du développement, Lansana Gagny Sakho. Bonjour. Bonjour Sherif, plaisir de te retrouver, plaisir d'être là pour ce que tu représentes et pour ce que représente Evenprod. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. La culture, côté culture, Evenprod, je pense, c'est quelque chose de très important. Le Sénégal devrait s'inspirer de ce qui se fait au Nigeria, à Nollywood, qui représente une part très très importante du PIB du Nigeria. Et je pense que vos productions, vous, comme les autres, sont de très grande qualité. L'État aiderait, et je pense aurait beaucoup d'intérêt à vous appuyer. Le nouveau ministre de l'Artisanat, de la Culture, que j'ai rencontré hier, est une personne très très ouverte. Et je reste persuadé qu'il aura une attention particulière à tout ce que vous faites. Quand on parle d'export, les gens pensent très souvent à ce qui est physique, à ce qui est matériel, mais je pense qu'on a un énorme potentiel par rapport à vous, ce que vous faites, par rapport à ce qu'on fait de l'artisanat. Et je pense que vous aurez une oreille attentive du ministre pour ce que vous êtes en train de faire d'excellent. Merci pour ce plaidoyer. Vous l'avez rencontré donc à Amadouba en l'occurrence. C'est un homme de culture, si je peux me permettre cette question. Je pense pas que ce soit qu'on puisse poser le problème en termes d'homme de culture. Il y a des qualités très importantes qu'il a. C'est un homme qui écoute beaucoup. Et je pense que c'est très important. C'est un homme qui répond quand on lui écrit. Ce devait être une banalité pour une autorité de répondre quand on lui écrit. Ce n'est pas forcément ce devait être une banalité. Malheureusement, c'est une exception. Oui. Et je pense que ses collègues ministres auraient intérêt à revoir certains trucs. Nous sommes là pour les populations. Oui. Et quand les populations demandent, je pense qu'il faut être à leur disposition. Oui. Et je pense qu'Amadou Ba, qui nous a reçus dans le cadre du cercle des administrateurs publics, on va en parler, Oui. comme Birey Souley Diop, comme Ibrahim Assi, le ministre de la Santé, comme également Didier Faye, le ministre des Infrastructures. Je pense que c'est important qu'on ait une oreille attentive, pas forcément pour nous, ce que nous représentons, je pense qu'on va y venir, mais pour le citoyen lambda. Nous avons été élus pour régler les problèmes des populations. Il faut avoir la capacité de répondre. Je pense que quelqu'un qui ne peut pas gérer son agenda, qui n'a pas les capacités de répondre, est-ce qu'elle a la possibilité de gérer un agenda ministériel? C'est des questions qu'il faudrait qu'on arrive à se poser. En tout cas, vous avez bien voulu répondre à l'invitation de Evenprod et nous vous en remercions. Ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, vous êtes président du Cercle des administrateurs et président également du conseil d'administration de l'APIX, l'agence chargée de promouvoir les investissements. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité économique. Le Sénégal est dans l'attente d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international dans un contexte où sa note souveraine, comme vous le savez, a été abaissée par l'agence Moody's. Quelles sont les perspectives et marges de manœuvre et quel est le coût de cette incertitude macroéconomique? On va en parler. Mais d'abord, vous êtes à la tête du cercle des administrateurs publics depuis un an maintenant. Le CAP regroupe, rappelons-le, des présidents des organes délibérants du secteur parapublic pour accompagner les pouvoirs publics dans leur stratégie de modernisation de l'administration publique sénégalaise. Quel bilan pouvez-vous faire un an après cette création? Je pense que c'est bien d'abord de revenir sur la quintessence, sur ce qui nous a poussé à mettre en place le CAP. Quand notre État, le Sénégal, comme beaucoup d'autres États africains, ont décidé de décentraliser certaines fonctions sans que l'État central exécutait, parce qu'on a supposé que cet État central était lourd, que cet État central n'était pas efficient, cet État central n'était pas rapide dans la prise de décision. Le Sénégal, à l'instar de beaucoup d'autres États, a décidé de créer ce qu'on appelle les entités du secteur parapublic. Oui. Leur caractéristique, c'est deux choses, la souplesse, mais surtout la performance. On s'est rendu compte que dans notre pays, ce qu'on a fait quand on a créé ces entités, depuis, je pense, c'est sur les années 2000 qu'on a eu une profusion de ces entités, au lieu d'inscrire ces entités dans une logique de performance, mais on les a plutôt inscrites dans une logique où ces entités
étaient des centres de coût pour l'État du Sénégal au lieu d'être des centres de profit, que ces entités ralentissaient l'action publique, que ces entités étaient une contrainte pour l'exécution des politiques publiques. Oui, vous parlez de cette agenciation de l'État. Oui, et ça amenait deux problèmes. Ça amenait que les politiques publiques n'étaient pas exécutées correctement. Ça a également amené quelque chose de beaucoup plus pernicieux. La majorité des fonctionnaires, ceux qui étaient les meilleurs, je ne dis pas que les autres étaient mauvais, ont préféré partir du secteur public pour aller dans le secteur parapublic. Donc l'administration centrale s'est dépeuplée de ses compétences parce que justement dans le secteur parapublic, les salaires étaient plus élevés. Il y a deux raisons à ça. La première d'abord, c'est qu'il y a eu de gros problèmes dans le choix des hommes. Vous avez un organe exécutif, vous avez un organe délibérant. Il y a eu de gros problèmes dans le choix des hommes qui n'étaient pas bons. Et puis, l'organe délibérant était figurant. Dans le secteur privé, l'organe délibérant est l'organe central qui joue un rôle de contrôle. Et le directeur général, qu'on appelle l'organe exécutif, est simplement mandataire. Mais quand on a cassé tous ces verrous, ce qui s'est passé, c'est que ces organes ne fonctionnaient plus. On tape régulièrement sur les directeurs généraux en termes de gestion, mais les responsabilités sont partagées. Si l'organe délibérant fait son travail correctement, justement, le directeur général ne pourra que faire que s'aligner. Les organes délibérants qui ont été pointés d'ailleurs voilà. Il n'y a pas très longtemps par le Premier ministre. À tort. À tort. Oui, à c'est tort. vrai. À tort. Oui, à tort. Oui. Je pense qu'à tort. Je reviendrai dessus. Voilà. Donc, quand il y a eu l'alternance, les promesses qui ont été faites, et je pense qu'ils tiennent toujours. Nous allons aller dans une gestion, dans une gouvernance efficace. Nous allons aller dans une gouvernance claire. Nous allons optimiser les ressources. Les premiers chefs d'organes délibérants qui ont été élus, à travers 3 personnes, il y a Jimmy Diakhaté, le président Ngouda Mboup et Doudou Nyanya. On s'est réunis, on a dit, on peut pas continuer à fonctionner comme avant. On a mis en place justement ce cercle des administrateurs publics qui regroupe les chefs des organes délibérants avec un objectif fondamental, renforcer les capacités, comprendre les missions de l'ensemble de nos membres. Et c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Nous sommes partis, c'est en octobre 2024 qu'on a mis en place la structure. Et un an après, nous sommes plus de 100. Un an après, nous avons noué des alliances stratégiques entre avec la Cour des comptes, avec l'ONECA, avec beaucoup d'organes de l'État pour nous accompagner, nos membres, à mieux comprendre. Mais ce que nous avons surtout fait, c'est que nous avons déroulé des programmes de renforcement de capacité, mais très très importants durant tout le courant de l'année. En commençant par l'appropriation du plan de transformation Sénégal 2050. Parce que une entité du secteur public, son rôle, c'est de mettre en œuvre les politiques publiques. Donc, s'il n'y a pas d'alignement stratégique entre le plan stratégique de développement de cette entité et le plan de transformation Sénégal 2050, on fait tout sauf les politiques publiques. Donc nous avons commencé par ça. Après, nous avons fait une série de formations qui a permis de renforcer les membres. Un an après, on a renforcé. Un an après, la base s'est largement élargie. Mais un an après, nous préparons à remettre notre rapport d'activité au président de la République sur un an, avec des recommandations qui sont très très fortes. Donc vous avez vraiment des résultats à lui présenter au président Bassirou Diomaye Faye. On a surtout des recommandations à lui présenter pour améliorer. Il faut savoir que le président de la République donne fondamentalement une priorité aux organismes du secteur parapublic. Je rappelle qu'en janvier 2024, il a organisé la conférence des administrateurs et des managers publics avec une feuille de route, avec un plan d'action. Justement, nous allons, sur la base de ça, je pense qu'il y en aura un autre parce que cette conférence est devenue institutionnalisée. C'était la première édition, effectivement. C'était la première édition. On va en parler parce que j'ai une question précise là-dessus, parce que j'aimerais savoir ce qui a changé depuis. Mais par exemple, parce que vous disiez que le Premier ministre a pointé à tort les administrateurs, les organes délibérants. On rappelle le communiqué du Conseil des ministres qui, justement, parlait de l'efficacité des personnes mêmes qui ont été choisies. Et vous vous dites qu'à tort, qu'il a pointé du doigt ces organes à tort, pourquoi? Voilà, je pense à tort. La première chose,
la première chose qui a été dite, c'est que les membres des conseils ne sont pas renouvelés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas au président du conseil d'administration de faire le renouvellement. Le rôle du président du conseil d'administration, c'est d'écrire à son ministre de tutelle technique pour lui dire que mon conseil d'administration, le nombre de membres n'est pas à jour. Charge au ministre maintenant de saisir ses collègues ministres pour faire la mise à jour. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, je pense qu'il faut partir d'où est-ce qu'on est venu. On est parti d'une situation où les chefs d'organes délibérants ne savaient même pas c'était quoi leur mission, ne savaient même pas quel était leur rôle, ne savaient même pas quels sont les chefs d'organes délibérants actuels? Non, on est parti d'une situation de référence. Aujourd'hui, ces problèmes, nous les avons réglés justement. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit... On peut s'interroger sur les choix, hein, et lui-même, encore une fois, en a parlé. Oui, oui. Certains chefs d'organes... Aujourd'hui, je ne me pose plus cette question sur ces choix. Au début, il y avait un problème, c'est vrai, je le reconnais, parce qu'on a pris des gens qui venaient d'un peu partout. Mais ce que je peux vous certifier, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des chefs des organes délibérants qui sont membres des cercles des administrateurs publics savent exactement ce qu'ils vont faire. Samedi qui vient, nous allons faire une formation. Est-ce que tous les chefs d'organes délibérants sont membres du cercle des administrateurs publics? Non, tous les chefs d'organes délibérants ne sont pas membres. Ça n'est pas une obligation, mais c'est un club ouvert, mais on encourage fortement. Mais ceux qui sont en général au courant, ils viennent parce qu'ils ont tout à gagner à venir faire partie, parce que nous rentrons dans des logiques de renforcement de capacité. Je vous pose la question parce que ce que je ne veux pas, c'est aussi le corporatisme. Vous êtes le président, donc vous protégez un peu votre corps, si je peux me permettre. Est-ce que on peut pas quand même vraiment s'interroger sur le profil de certains chefs d'organes délibérants? Il y a un problème. Il y a un problème de profil, il y a un problème de compétences. Mais on ne s'est pas limité à faire ce constat. Au-delà du constat, ce que nous avons fait, c'est que nous avons renforcé les capacités et nous continuons à former l'ensemble de nos autres collègues. Et je peux vous assurer que les choses se sont beaucoup améliorées. Oui, les choses se sont beaucoup améliorées. Aujourd'hui, tenir un conseil d'administration n'est plus un problème. Il y a 2 ans avant, vous aviez des entités du secteur parapublic de l'État qui restaient 2 années sans tenir un conseil d'administration. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et l'apprentissage continue. Et moi, je peux vous dire une chose. À partir de juin 2026, le problème de compétence ne se posera plus parce qu'on arrivera à mettre à niveau l'ensemble des chefs des organes délibérants qui sont actuellement en fonction. Vous parliez du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, je reviens à lui, de la première édition de la conférence des administrateurs et managers publics organisée, vous l'avez dit, en janvier 2025. C'est ça. Où le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, disait que c'est un ensemble que nous parviendrons à construire, c'est ensemble, pardon, que nous parviendrons à construire une gouvernance de souveraineté, une gouvernance de solutions, une gouvernance de résultats. Et j'insiste sur ce mot, résultats. Quels sont les résultats ou les prémices des résultats de l'administration Faye Sonko? J'aime pas parler d'administration Faye Sonko, c'est l'administration sénégalaise. Parce qu'à Faye Sonko tout seul, ils peuvent pas faire grand chose. Je pense que tout le monde puisse être embarqué. Ce que je peux dire, c'est au niveau des organes délibérants, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est d'abord, nous sommes en train d'aller dans une généralisation de ce qu'on appelle les contrats de performance. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui doit permettre de pouvoir mesurer, évaluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant, ça je peux le dire, les primes qui étaient payées aux entités du secteur parapublic étaient quasiment des 13e mois. Aujourd'hui, les primes vont être payées sur la base d'éléments factuels qui vont être liés au contrat de performance. Il y a également autre chose de très important, c'est les plans stratégiques de développement qui doivent être liés au contrat, aux lettres de politique sectorielle. Donc là, on va maintenant s'organiser, nous aligner pour nous assurer que ce qui va être fait au niveau des entités du secteur parapublic va être en cohérence. Cependant, il ne faut pas nier qu'il y a encore un travail énorme à faire. C'est un travail de rationalisation du dispositif. On a des redondances qui sont énormes, qu'il faut corriger si on veut être efficace. Je vous donne un exemple. Vous prenez l'APIX, où je suis. Les textes sont clairs. L'APIX conduit la politique des investissements du Sénégal. Quand on dit investissement, favoriser l'investissement, accompagner l'investisseur, c'est du début à la fin. C'est au moment où vous prenez en contact avec lui jusqu'à vous soyez capable d'évaluer ce qui est en train de se faire. Vous avez la CEPEX.
qui, à mon avis, la CEPEX devait être une direction de l'APEX. Ça va dans la logique de la rationalisation. Je donne des exemples concrets. Vous avez la CDC, qui a une direction des investissements. Ça fait un non-sens. Donc, vous avez beaucoup de doublons comme ça. Vous avez au niveau des banques, ce qui manque dans ce pays aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une banque d'investissement. Vous avez la LBA, vous avez la BHS, vous avez la BNDE, vous avez la DER qui est une sorte. Mais je pense je pense qu'il faut arriver, c'est de ce dont je parle, à rationaliser tout ça et dire comment on va faire pour avoir une seule banque de développement. C'est le problème. Mais tout ce que vous dites là, ça a été promis, ça a été une promesse même électorale. Pourquoi on n'en arrive toujours pas? Parce que ne serait-ce qu'au nom de la rationalisation, et surtout, je pense qu'actuellement, on en a besoin, est-ce qu'il ne faut pas y aller, et j'allais dire tout de suite et maintenant, mais quand même tout de suite, en tout cas? Oui, je pense qu'il faut y aller tout de suite, pas seulement parce que c'est une promesse, il faut y aller tout de suite pour des raisons d'efficacité. Nécessité. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des dispersions. Mais je pense dans le cadre du presse, le plan de relance, on y viendra bien sûr, il y a 50 milliards qui sont prévus en termes d'économie qui va être fait par l'État. Mais ces 50 milliards vont venir de là. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'on va aller dans des logiques de rationalisation. Ça va être partie des résultats. La loi 20-22-08 sur le secteur parapublic a été votée en 2022 et nous sommes en 2025. Les décrets d'application, l'ensemble de ces décrets d'application ne sont pas encore disponibles. Et je pense que ça également, c'est des faiblesses qu'il y a et le gouvernement est en train de travailler dessus. Quand je vois la façon dont le président de la République insiste de façon permanente sur la gouvernance du secteur parapublic, ça a été fait lors du dernier Conseil des ministres où il est revenu sur les lettres de politique sectorielle, où il est revenu sur la nécessité d'améliorer la gouvernance des entités du secteur parapublic. Je pense qu'on va y aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un État, c'est pas une dynamique rapide. C'est une dynamique qui prend un peu de temps. Mais moi, je reste très optimiste. Ce qui est certain, c'est que le cercle des administrateurs publics entend jouer sa partition et accompagner l'État dans la modernisation de la gouvernance publique. On n'a même pas le choix en réalité. Quand les entités du secteur parapublic ne fonctionnent pas, mais ce qu'il y a, c'est que les politiques publiques ne fonctionneront pas parce que ces entités sont le bras opérationnel de l'État. Oui, et il est important, voire c'est une nécessité impérieuse de supprimer ces redondances dans l'architecture de l'État, comme vous venez de le dire. Vous avez donné l'exemple de la CEPEX, en tout cas ces éparpillements qu'on l'on voit des fois dans l'architecture. Pourtant, le nouveau code des investissements a renforcé l'APIX, n'est-ce pas? Parce que l'APIX, c'est le dispositif central. Oui. Il n'y a pas que, vous avez une direction des investissements à la CDC. Pour moi, c'est un non-sens. Vous avez la CEPEX, mais vous avez APROSI. Il y a un mélange institutionnel qui fait qu'on ne s'y retrouve même pas. Et je pense que les textes, c'est une chose, mais ce qui est plus important, c'est l'organisation institutionnelle. S'il n'est pas bien fait, vous ne ferez pas de résultat. Parce que vous allez passer votre temps à vous taper dessus. Je pense qu'il faut renforcer l'APIX. C'est pas parce que je suis le président du conseil d'administration, mais c'est un problème de cohérence institutionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez la DER, vous avez la DPME, vous avez le bureau de mise à niveau. C'est un non-sens. Regardons ce qui se fait ailleurs. Au Rwanda, c'est un guichet unique qui traite tout ça. Quand vous êtes jeune entrepreneur, vous venez vous installer, mais vous passez sur un seul guichet unique. Vous avez 3 directions, 3 directeurs généraux, 3 secrétaires généraux, 3 présidents du conseil d'administration. Et nous sommes dans une logique de rationalisation et d'optimisation des dépenses publiques. Donc il faut fusionner tout cela, si je comprends bien. Quand vous dites fusionner, c'est fusionner, c'est mettre ensemble. Oui. Il faut dissoudre certaines, il faut aller dans ça. Ah oui. Il faut dissoudre. Être un peu plus radical. On n'a pas le choix si nous voulons développer ce pays. Je pense que c'est qu'on caresse trop. Tout le monde sait ce qu'on doit faire. Il faut dissoudre, avoir une très grande agence et mettre la bonne personne. Il faut dissoudre, par exemple, quelle agence, selon vous, pour être concret? Il faut dissoudre la CEPEX. Oui. Il faut dissoudre l'agence sénégalaise de la promotion des exportations. En faire une direction au niveau de l'APIX qui va s'occuper des exportations. Il faut dissoudre APROSI. Oui. On n'a pas besoin de créer autre chose. Entre l'ADER, le bureau de mise à niveau et la DPME. Pour l'histoire, le bureau de mise à niveau était une direction dans la DPME quand on mettait en place la DPME. C'est après qu'on l'a sorti pour en faire un bureau complètement différent. Il faut une cohérence. Il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous allez au niveau de la Géroute. Promoville. Mais Promoville était une direction.
un département même de la Géroute. C'est-à-dire, d'une logique de rationalisation, d'une logique d'efficience, on est passé à une logique de multiplication d'agences, de redondance, qui est source d'inefficacité. Et je pense que c'est un passage obligé aujourd'hui. Oui, Promoville qui est dans le ministère aujourd'hui des infrastructures, dirigé par Déthié Fall. Le bon côté, c'est que Ageroute est dans le ministère des infrastructures, Promoville est dans le ministère des infrastructures. Moi, je pense qu'il faut aller très vite. Il y a des décisions à prendre. Tu fais un département au niveau de l'Ageroute et puis qui va s'occuper de Promoville. C'est terminé. C'était ça l'organisation originelle en réalité. Après, on est arrivé à plusieurs choses. Mais je reste persuadé que les pouvoirs publics, le Premier ministre et le Président de la République sont en train de travailler sur ces schémas. Oui, juste un dernier mot sur cette organisation, parce que j'aimerais qu'on en parle de l'actualité économique. Juste un dernier mot. Qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? C'est une volonté politique? Ou bien, pourquoi ces réformes annoncées, ça vous fait sourire, ne sont pas aujourd'hui exécutées? Je pense qu'on va les exécuter, mais il faut reconnaître une tare pour le Sénégal qui est importante. On ne sait pas faire des réformes au Sénégal. Enfin, on ne savait pas dans le passé faire des réformes, mais je pense que le président de la République. C'est quand dans depuis même les socialistes. C'est-à-dire, on recule sur plein de choses. Mais je pense que les réformes sont importantes si on veut aller dans une logique de transformation économique de notre pays. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans ce qu'on appelle un marché communautaire, 80 millions d'habitants. Absolument. L'investisseur qui vient, il regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il regarde ce qui se passe au Sénégal, il regarde ce qui se passe au Bénin. Mais il va prendre le pays le plus attractif. C'est pas seulement, je pense, l'organisation, mais notre code du travail, il est obsolète. Notre code du travail, il est rébutant pour les investisseurs. Il y a énormément de choses sur lesquelles on doit travailler et je pense que le gouvernement est en train de travailler dessus pour qu'on y arrive. Est-il attractif, le Sénégal de 2025? Le Sénégal est attractif sur certains points, sur d'autres. L'attractivité, c'est beaucoup de facteurs. Je pense sur la qualité des ressources humaines, nous sommes un pays attractif. Sur la qualité de nos infrastructures, ça on peut revenir dessus, nous sommes un pays attractif. Et je pense sur l'environnement en général, c'est ce qui nous a poussé à revoir le code des investissements. La gouvernance des affaires. Voilà, la gouvernance des affaires. Nous restons un pays relativement attractif. Je pense que les difficultés que nous avons maintenant sont dues à un certain nombre de facteurs, je pense, sur lesquels nous allons éventuellement revenir. Voilà. Je pense que il faut dire les choses. Un investisseur, quand il vient, je dis il y a un investisseur sérieux. Quand il vient dans un pays, il y a une cage qui regarde. Est-ce que ces gens ont un accord avec les FMI? Pour certains investisseurs, ça c'est un point de départ. Si cette cage n'est pas cochée, ça peut les rebuter. Mais moi, je reste persuadé qu'un accord avec les FMI, le Sénégal va l'avoir assez rapidement. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Très bien. Ben justement, la transition est toute trouvée. Le Sénégal est dans l'attente de ce nouveau programme avec le Fonds monétaire international, dans un contexte où la note souveraine est abaissée par Moody's, contestée par les services des finances. Quelle est votre lecture de cette situation? Je pense qu'il faut revenir sur la contestation. Moi, j'ai été très frustré. Ah oui? Ah oui, j'ai été très, très frustré, mais il faut... Par quoi? Par l'abaissement de la note. Mais je vais revenir. D'accord. Je pense qu'il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité. D'accord. Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité. C'est comme un élève qui fait beaucoup d'efforts, mais il va en classe, il a encore une mauvaise note. Il a la réaction normale d'être frustré. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce pays? Nous avons mis en place de rationaliser les dépenses qu'on appelle le presse, quelle que soit l'appréciation qu'on a. Nous sommes en train de travailler pour réduire le déficit de notre pays. Nous venons de mettre en place un nouveau code des investissements. Nous sommes en train de réviser le code général des impôts. Nous venons de sortir d'un forum de FI Sénégal avec 13 000 milliards d'intentions d'investissement. Le code général des impôts qui a été adopté. Voilà. Vous aviez une note avant, enfin, nous sommes en train de trouver un accord avec les FMI. Après, on dégrade votre note. Qu'est-ce qu'on vous reproche? 3 choses. Le taux d'endettement, 120%. On sait de ce que ça vient. Le fait de ne pas trouver d'accord avec les FMI. Et le 3e point, c'est le recours
abuser, entre guillemets, au marché sous-régional pour emprunter de l'argent. C'est ça qu'on nous Ces reproche. 3 points, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ces 3 points parce que c'est quand même... On peut s'arrêter sur ces 3 points. Le deuxième me semble Lequel? important, à savoir l'attente d'un programme avec le FMI, sauf que c'est pas la faute du Sénégal. En tout cas, à l'instant T, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lui-même fustigé, entre guillemets, le retard qu'a pris ce dossier. Aujourd'hui, le Sénégal veut y aller, mais c'est du côté du FMI que ça bloque sur ce point-là, avant de parler du troisième point. Voilà. Je pense qu'on est tous très frustrés parce qu'il y a des efforts très énormes qui ont été faits et qui n'ont pas permis d'avoir cet accord avec les FMI qui est très important. Parce que cet accord nous permet d'aller emprunter sur les marchés financiers à des taux concessionnels corrects. Parce que si vous passez cet accord, ce qui va se passer, vous allez emprunter beaucoup plus cher. C'est comme vous êtes un client lambda d'une banque, vous n'avez pas assez de couverture, on vous prête dans des conditions très très difficiles. C'est parce que nous voulons redresser la situation économique du pays que les gens sont pressés. Mais ce qu'il faut aussi dire de façon objective, c'est que le FMI ne va jamais vers un État pour lui dire « je veux t'aider ». C'est un État qui a des difficultés, qui va vers le FMI pour lui dire « je veux que vous veniez m'aider à redresser mon économie ». C'est ça qu'il faut dire. Et je reste persuadé que nous allons trouver un accord avec le FMI. Le Sénégal est un pays de stabilité, est un pays stable, est un pays qui compte dans la zone UEMOA. Je pense qu'on ne peut pas laisser ce pays s'écrouler. C'est lent, c'est dur, c'est difficile. Mais moi, je reste persuadé qu'on va trouver un accord. Si on trouve un accord avec le FMI, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons plus forcément faire recours au marché sous-régional pour emprunter à des taux importants. Voilà, d'accord. Mais trouver un accord avec le FMI, ça veut dire accepter ces conditions. Est-ce que vous, aujourd'hui, si vous étiez le ministre des Finances de ce pays, qu'est-ce que vous serez prêt à consentir? Je pense, par exemple, à la lancinante question des subventions, par exemple, à l'énergie. Voilà. Cette question, elle est centrale. Je pense qu'elle doit être traitée vraiment elle doit être traitée de façon très, très particulière. Parce que, on parle d'énergie comme ça, mais l'énergie va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le coût du kilowattheure au Sénégal, c'est 0,18 cents par dollar. Il y a 0,11 cents par dollar au Ghana et 0,12 cents par dollar en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans un ensemble communautaire. Si le coût de l'énergie augmente, c'est que tous nos plans, toutes nos ambitions d'industrialisation, il faut oublier. Parce que ce coût d'énergie va augmenter. Mais je pense que le gouvernement va négocier pour qu'on fasse les sacrifices qu'il faut faire, mais que le coût de l'énergie, au moins, on le garde. Il faut dire une chose, nous vivons au-dessus de nos moyens. Ça veut dire que les ressources que génère notre économie ne permettent pas de faire face à nos dépenses. D'où le rationnel d'avoir le presse. Il faut diminuer un certain nombre de choses. C'est dans cette logique que va la nécessité de rationaliser. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Notre économie ne permet pas ne génère pas assez de ressources pour faire face à nos ressources, à notre truc. Je pense qu'on viendra un peu sur la dette après. La dette est un problème. Mais ce qui est plus problématique, chez nous, ce sont les dépenses. En fait, ce sont nos charges qui sont beaucoup plus problématiques. Il faut arriver à équilibrer nos dépenses avec les ressources que notre économie peut générer. On pourra pas taper tout le temps sur les entreprises. Après, ce qui risque de se passer, c'est que tout risque de s'écrouler. Mais je pense que c'est tout le sens du plan de relance du Premier ministre Ousmane Sonko. Oui. Vous parlez du recours abusif au marché régional. Le Sénégal vient de lever 450 milliards de francs CFA. Le marché du UEMOA qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le guichet automatique du Sénégal. Ma question, c'est jusqu'à quand? Est-ce que cela vous inquiète que le Sénégal ait recours abusivement, pour reprendre votre mot, à cette région? Je pense qu'il faut le voir autrement. Si on ne fait pas de recours au marché pour nous emprunter, je vous ai dit, notre économie ne génère pas assez de ressources. Ce qui va se passer, c'est qu'on pourra plus soigner les gens à l'hôpital. Vous n'aurez plus de sécurité. On ne pourra pas payer le salaire des fonctionnaires. Notre économie ne permet pas de faire face à nos ressources. C'est pour ça qu'on fait recours à ce marché sous-régional. Ça me permet peut-être de rebondir sur une question. Si on n'avait pas l'UEMOA, si on n'avait pas le franc CFA, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bonne question. En fait, il faut nuancer. Et je pense que c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent très très bien. On a une balance commerciale déficitaire. Chronique.
le Sénégal arrive à exporter à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez des réserves d'échange et une solidarité qui font que les États se soutiennent. Et je pense que cette question sur la monnaie, il faut qu'on l'aborde avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de lucidité. Mais comme j'ai dit encore une fois, on fait recours au marché sous-régional à des taux plus importants. Oui. Un accord avec le FMI va nous enlever une grosse épine du pied. Absolument. Un accord avec le FMI va nous permettre d'améliorer la notation du Sénégal. C'est vrai, un accord avec le FMI a un effet catalytique parce que ça vous permet d'avoir accès à d'autres marchés, d'autres financements additionnels, mais au prix de quel consentement? C'est ça la question aujourd'hui et la difficulté pour l'administration sénégalaise. Chérif, on n'a pas le choix. Oui. Ça veut dire qu'il faut se coucher si non, on accepte tout ce que vous voulez. Justement, ça prend du temps parce que le gouvernement est en train de négocier les meilleures conditions pour lesquelles nous allons avoir cet accord avec les FMI. Justement, on ne s'est pas couché du tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est nous qui avons besoin du FMI, pas le contraire. Ça, je pense, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention sur le coût de l'énergie. Oui. Parce que c'est un effet d'entraînement sur toute la chaîne de valeur de l'économie de notre pays. Socio-économique. C'est ça. C'est-à-dire que vous montez le coût de l'énergie, l'industrialisation dont on parle, qui est le pilier de notre pays, il faut oublier. Parce qu'on peut il faut oublier l'industrialisation. Ah, si on monte le coût de l'énergie, on n'est déjà pas compétitif dans ce domaine. Oui. Moi, j'ai travaillé dans le passé, vous l'avez dit, à l'ONAS. Nous avons au Sénégal des industries qui font les tuyaux, les conduites de PVC, mais qui n'arrivent pas à vendre parce que les entreprises ivoiriennes, qui ont un coût d'énergie beaucoup plus faible, produisent chez eux, arrivent, vendent dans notre pays et ils sont beaucoup moins chers. La différence coût de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez voir du savon ivoirien, vous allez voir plein de produits ivoiriens. Ici, chez nous. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas voir un seul produit sénégalais. Parce que ils arrivent à avoir des coûts de production qui sont assez bas. On est un pays de 14 millions d'habitants, très pauvre. Si nous voulons que notre économie décolle, il faut que nous ayons les capacités... 18 millions d'habitants. 18 millions. Il faut que nous ayons les capacités d'aller à l'export. Avoir les capacités d'aller à l'export, c'est les coûts de facteurs d'énergie, essentiellement l'énergie, de production de l'énergie, mais c'est également le coût de la main-d'œuvre. Oui. Ce sont les deux facteurs sur lesquels je pense qu'il faut travailler. C'est pour ça que j'ai dit un accord avec les FMI, c'est très bon, mais je pense que les gens des FMI, c'est des humains, ils comprennent les dynamiques économiques et je pense qu'ils seront prêts de dire qu'est-ce que nous allons faire pour que le Sénégal puisse avoir, pour que le coût de l'énergie puisse être attractif. Ce qu'il faut dire, par contre, cette subvention, elle n'est pas tenable, elle n'est même pas rationnelle sur la durée. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux pour, comme les autres pays ont fait pour avoir des coûts d'énergie assez faibles, arriver à ce niveau-là. Et ça nous permet de revenir sur les mêmes problématiques des entités du secteur parapublic. Peut-être qu'il faut revoir la Sénélec, peut-être qu'il faut réformer la Sénélec dans le fond, mais il y a un problème à ce niveau. Réformer peut nous amener à privatiser? C'est la solution pour moi. Il faut privatiser la Sénélec? Il faut sortir la distribution de la Sénélec. C'est pas leur rôle. Ils savent pas le faire. Donc, il faut privatiser carrément la Sénélec? Non, je dis pas il faut privatiser. Il faut faire de la Sénélec une société de patrimoine. Les études sont faites depuis longtemps. Et la distribution, vous le donnez à des privés. En Côte d'Ivoire, la société qui s'occupe de la distribution s'appelle Sodeci de l'énergie. Et c'est pour ça qu'ils ont des coûts plus faibles. Parce que la perception que nous avons tous, malheureusement, de l'argent public, des ressources publiques, ce sont des ressources publiques qui n'appartiennent à personne. Ce sont des ressources publiques, on n'a pas besoin d'efficience. C'est cette perception que nous avons. Il faut privatiser la distribution de la Sénélec, comme nous l'avons fait dans l'eau. On tape beaucoup sur Sénat. Mais c'est une des sociétés les plus performantes dans le domaine de l'eau. En Afrique, je dis même pas dans la zone UEMOA. Sénat est une des sociétés les plus performantes parce que simplement, nous avons privatisé la distribution de l'eau. On l'a confié à un opérateur privé, mais qui le fait très très bien. Vous êtes ministre, vous êtes marabout, vous êtes ce que vous voulez, mais vous payez pas, la Sénat va vous couper. Mais vous êtes ministre, vous êtes marabout, vous payez pas, la Sénélec va réfléchir à 2 fois. C'est un exemple très simple. Tant que la Sénélec va continuer à s'occuper de la distribution, nous n'aurons pas une énergie, un coût d'énergie compétitif. Après, bon, il y a tous les autres problèmes sur le pétrole et le gaz, sur lesquels qui auraient pu permettre d'améliorer les choses. Même si, en termes de privatisation, il y a eu de mauvaises expériences quand même au Sénégal, peut-être qu'il faudra réfléchir. Par exemple, la SDE,
C'était, je pense, une mauvaise expérience. C'est une très belle expérience. C'est là où je dis SDE, c'est nous. Aujourd'hui, nous avons la société de distribution dans le milieu urbain, une des plus performantes en Afrique. C'est un modèle. Je pense que les gens oublient de regarder l'histoire. Avant la privatisation, on avait un taux de disponibilité, si je me trompe bien, entre 50 et 60% à Dakar. Aujourd'hui, on frôle les 90%. Mais parce qu'on a mis un privé. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est quand vous mettez un privé, il faut bien l'encadrer. La Sonacos, par exemple, on peut aussi en parler. On l'avait privatisé avant de renationaliser. Non. Je pense que... Entre faire de l'affairisme et privatiser, il y a une nuance. Ah oui. Ouais. La Sonacos ne va jamais y arriver dans sa formation, dans sa structuration actuelle. Le concurrent de la Sonacos, si je me trompe, dans la zone UEMOA, c'est la CIFCA. Entreprise purement privée en Côte d'Ivoire. La Sonacos, il faut mettre un opérateur privé dedans. L'État a mis beaucoup d'argent dans un plan de relance. Mais si on ne va pas avec un opérateur privé qui connaît les marchés, qui aura moins les contraintes, je pense que ça va être très, très difficile. Il y a des domaines dans lesquels il faut forcément embarquer un opérateur privé. C'est dommage que, de façon générale, je parle comme ça, que l'administration publique ait en général une mauvaise appréciation du secteur privé. Mais dans tous les pays du monde, le secteur privé est l'élément et le levier de compétitivité économique le plus important dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Et je pense parfois qu'il faut qu'on accepte de regarder les choses. Je pense que la Sonacos, il faut y aller avec un privé si on veut y arriver. La Poste, c'est exactement la même chose. Mais combien de fois on a mis de l'argent dans des plans de relance dans ces sociétés qui n'ont jamais marché? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas voulu aller au fond. Par contre, privatisation et faire du business pour vendanger, du moins, le patrimoine des sociétés, c'est une autre affaire. Mais je pense qu'il faut de véritables partenaires privés si on veut relancer des sociétés comme la Sonacos, si on veut relancer des sociétés comme la Poste, il faut que le privé mette sa main dedans. Il faut tout de suite privatiser tout cela. Pour revenir aux appels publics à l'épargne, l'opposition critique d'ailleurs cette forme de financement, car les APE ne servent qu'à payer les intérêts de la dette publique, on en a parlé tout à l'heure, les fonctionnements des institutions et des salaires des fonctionnaires. Ma question, c'est comment faire pour ne pas s'enliser dans les mains des créanciers? Mais Chérif, quand vous avez 110% de taux d'endettement, 120%, vous êtes déjà dans les mains des créanciers. Un défaut de paiement pour un pays, c'est une catastrophe. Donc il y a des choses. On n'en pas encore là. Non, oui, nous en sommes. Mais c'est pour ça que nous faisons appel à l'épargne publique. C'est une course contre la montre. Pour refinancer une dette. On n'a pas le choix. Un État prend des engagements, il faut payer. Je pense, par contre, on n'emprunte pas seulement pour refinancer une dette. On emprunte, c'est vrai, pour refinancer une dette. On emprunte pour faire fonctionner les hôpitaux. On emprunte pour que notre sécurité puisse être assurée avec l'armée. On emprunte pour que nos enfants puissent aller à l'école, etc., etc. Mais parallèlement, nous avons mis en place un plan de relance qui permettra avec un temps, de peut-être retrouver les équilibres. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir un accord avec le FMI. On ne sera pas obligé d'emprunter tout le temps. On peut prendre sur des durées beaucoup plus longues, à des taux concessionnels plus importants, qui vont nous permettre de redresser l'économie de notre pays. Mais en termes d'économie, le désordre, c'est quand même le pire danger. Et pour un chef d'entreprise, l'incertitude est presque un poison, j'ai envie de dire. Et quel est le coût de ce flou macroéconomique pour les entreprises, selon vous? Ben, c'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal. Le flou, c'est la réticence à investir. C'est tout. Quand on n'est pas sûr, on se pose beaucoup de questions. Mais moi, je pense qu'on aura une embellie. Aujourd'hui, l'urgence pour le Sénégal, c'est de trouver un accord avec les FMI. Et je reste persuadé que si on arrive à trouver un accord avec les FMI, après, le problème ne se posera plus. Et le ministre des Finances et le ministre de l'Économie sont en train de travailler pour qu'on arrive très rapidement. Et trouver un accord, ça ne veut pas dire naturellement renoncer à tout. Il y a des fondamentaux sur lesquels il faut rester. Je vous sens très positif, alors que les signaux sont quand même inquiétants dans Sanagani Sakho. Les signaux sont des constats. Oui. Les signaux sont inquiétants. Si on reste pessimiste avec des signaux qui sont inquiétants, c'est la meilleure attitude à avoir. Mais non, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas avoir un optimisme béat. Il faut travailler dans une logique de corriger. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le régime qui est actuellement en place. Je pense que les gens regardent pas dans le détail. Aujourd'hui, on a un plan de relance.
quelles que soient les critiques qu'on puisse faire, le gouvernement a quand même dit, moi, je vais faire un plan de relance pour recouvrer plus de ressources pour corriger mon économie. Aujourd'hui, on vient de voter le code des investissements pour attirer plus d'investisseurs. Aujourd'hui, il y a un plan précis pour réduire le déficit de l'État du Sénégal, etc., etc. Je pense qu'il y a un ensemble de mesures qui sont en train d'être prises pour redresser le pays. Mais ça prend du temps. Une économie, c'est une dynamique beaucoup plus longue. Et je pense qu'on doit tous s'inscrire. Ce qui est en train de se passer dans le pays, ça dépasse en fait l'histoire de Pastef, de Diomaye et de Sonko. Je pense qu'on doit tous aller ensemble pour redresser. Quand je vois des gens qui souhaitent que ça échoue, alors je me pose des questions. Mais on doit tous redresser. Aujourd'hui, tous ces jeunes, vous avez 300 000 jeunes qui sortent du marché du travail au Sénégal chaque année, vous en avez que 30 000. Et ces jeunes, il faut régler leurs problèmes, il faut leur trouver du travail. Et c'est pas l'investissement productif. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble. Comme on s'est mis ensemble hier avec la victoire des Lions. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faut garder. Après, chacun a le droit d'avoir son camp politique. Mais je pense qu'autour de l'essentiel, il faut que les gens s'entendent pour qu'on dise qu'on va aller dans une logique de redressement de l'économie de notre pays. Oui, la logique de redressement, l'embellie l'embellie peut venir du forum Invest in Sénégal que vous avez organisé. L'APIX, rappelons que vous en sortez avec un engagement de 13 200 milliards de francs CFA. C'est un engagement. Comment pensez-vous que ça pourrait impacter ce plan de relance? Je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter l'équipe de l'APIX. On voit ce qu'on a vu à Diamniadio, c'est le forum, c'est la grande messe. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait pour arriver à mobiliser les investisseurs à les faire venir. La grande partie des tâches qu'on n'a pas vues étaient sous-traitées avant à d'autres. Mais ça a été internalisé par l'APIX, c'est ça qui a permis d'avoir ces résultats. Moi, je dirais que l'APIX a joué sa partition. À 90%, ce qui reste à l'APIX maintenant, c'est arriver à transformer ces engagements. Vous l'avez bien dit, ce sont des engagements en investissement. On parle de 13 000 milliards. Moi, je peux vous dire que si on arrivait à mobiliser 5 000 milliards, ce serait parfait. Ce serait déjà pas mal. Pas mal. L'objectif, c'était 10 000. Hein. C'était le chiffre qui a été annoncé aujourd'hui. Mais non, c'est pas seulement le rôle de l'APIX. Ouais. Quand on parle d'investissement, c'est sur l'énergie, c'est sur l'agriculture, c'est sur l'industrie, c'est sûr. Ouais. Maintenant, il faut une équipe pluridisciplinaire pour mettre tout ça ensemble. Oui. Si on dit à l'APIX, vous avez fait venir les gens, maintenant, continuez à pousser tout seul, on n'y arrivera pas. Oui. Et je pense que c'est cette organisation qu'il faut. Je pense maintenant, ce qu'il faut, c'est aller plus loin, donner plus de force à l'APIX, mais lui donner également la possibilité de coordonner l'ensemble. Il faut qu'on arrive à éviter de travailler en silo. Il faut qu'on ait évité de travailler en silo dans ce pays. Oui. Mais je pense que la grosse problématique, il est là. Lors du dernier Conseil des ministres, je pense que le président l'a dit, il a été très très clair. Promesse d'investissement, c'est très très bien. Oui. Mais les gars, je veux que vous transformiez cette... Que ça se concrétise, parce qu'on a annoncé un chiffre comme ça, 13 000 milliards, voilà, les officines politiques peuvent agiter tout cela. On se rappelle du Club de Paris, hein, Amadou Ba, Premier ministre, était venu aussi avec des milliards, mais sur le plan opérationnel, sur le plan engagement clair et net, précis, que ces engagements se transforment en investissement, c'est ça l'objectif. Est-ce que ces conventions vont se transformer en contrats? En tout cas, au niveau de l'APIX, le conseil d'administration a demandé, a félicité le directeur général, bien sûr, Oui. mais a demandé de continuer son travail. Mais lui tout seul, l'APIX tout seul ne pourra pas. Oui. C'est une tâche multi-acteurs. Oui. Et je pense qu'il faut que les autres ministères s'impliquent également pour arriver, pour très bien transformer cet essai. Oui. Et si on arrive, et moi je suis persuadé, j'en suis persuadé qu'on y arrivera, si en janvier on a un accord avec les FMI, mais ça va être la cerise sur le gâteau. Donc la note va être évaluée et après les investisseurs, tous ceux qui ont dit on va venir, Oui. ils vont venir. Je pense qu'il faut savoir quand même on a un très beau pays sur beaucoup de choses et je pense que on peut être optimiste pour l'avenir. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'on essaie de faire un peu moins de politique et qu'on se concentre sur l'essentiel. Au-delà des promesses d'investissement annoncées lors de ces forums, quel est le mécanisme de suivi mis en place pour s'assurer que ces projets se concrétisent sur le terrain et ne restent pas seulement au stade de mémorandum?
Non, les projets sur lesquels les investisseurs se sont engagés, ce sont des projets qui sont arrivés à maturité. Je tiens quand même à souligner qu'il n'y a pas que des investisseurs étrangers. Il y a des investisseurs sénégalais qui se sont également engagés sur les projets. Bon, maintenant, les discussions vont porter sur les modalités pratiques de mise en œuvre. Certaines vont probablement demander certaines facilitations. Oui. Naturellement. Ils ont encore de quoi investir, les investisseurs sénégalais, tenant Ah oui, compte oui, de oui, la oui, situation, oui, où oui, oui, beaucoup oui, se oui, sont oui, sortis oui. quand même exsangues. Je connais, en fait, vous avez les investisseurs qu'on connaît et il y en a d'autres qu'on connaît pas qui sont dans l'ombre et qui travaillent. Moi, je connais beaucoup qui sont dans le solaire aujourd'hui, dans l'énergie, qui ont signé des accords d'investissement avec naturellement des partenaires. Ils ont de quoi investir. Hein. Je pense que maintenant, il faut les accompagner un peu plus parce que la situation économique est assez difficile. Moi, je pense que c'est ça. Le premier, je pense qu'il faut faire une équipe pluridisciplinaire. Ça peut être à la primature, à la présidence, je sais pas. Mais la piste doit être le dispositif central pour suivre les projets et arriver à les réaliser. Parce que le plus dur a été fait, c'était d'avoir des engagements. Et comme vous l'avez dit lors du Club de Paris, si on arrive, si on est 13 000 milliards à mobiliser les 5 000 milliards, je pense que ce serait une prouesse. Oui. Je ne sais pas combien avait été mobilisé lors du premier forum, j'ai aucune idée. Oui. Mais ce que je sais, c'est que l'APIX a fait un excellent travail. Le plus dur maintenant, ça va être un travail d'équipe. Et quand on parle de travail d'équipe, ce qu'il faut maintenant, c'est mobiliser tous les ministères qui sont impliqués pour que les gens puissent travailler en synergie pour y arriver. Oui, il y a des entreprises locales qui s'interrogent sur la réforme de la fiscalité. Le Code général des impôts a été adopté, rappelons-le, par le Parlement. Comment l'APIX assure-t-elle la compétitivité des entreprises sénégalaises, tout en garantissant quand même de recettes fiscales optimales pour l'administration, pour l'État? Ouais, enfin, je pense il y a des choses. Il y a le Code général des impôts et il y a le Code sur les investissements. Oui. Bon, je pense que le Code sur les investissements. Il y a des incitations. Il y a des incitations. Il y a des incitations dans ce Code des investissements. Il y a un article qui posait problème, je pense, c'est égalité de traitement entre l'investisseur privé et l'investisseur national. Mais l'APIX est arrivé à lever cette incompréhension. Mais je pense que le plus dur, c'est qu'on ait un nouveau code des investissements qui soit attractif. Ouais. Et n'oublions pas que dans la zone UEMOA, nous sommes moi je dis toujours en mode guerre économique. Ouais. Un investisseur qui vient, je regarde ce qui se passe au Sénégal, je regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Bénin. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la locomotive de la zone. Ils sont très avancés sur énormément de choses. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de complexe à le reconnaître, hein, que la Côte d'Ivoire est en train de prendre de large. Mais la Côte d'Ivoire vient de dépasser le Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est le 3e pays d'attractivité des investissements en Afrique. En Afrique, c'est le 3e pays. C'est pas le travail d'un hasard, c'est le travail sur une très très longue durée, contenue et soutenue. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao qui est à pratiquement, si mes souvenirs sont exacts, 2000 francs le kilo aux producteurs. La Côte d'Ivoire, c'est énormément de choses. Oui. Et je pense que c'est le plus gros marché de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui permet au Sénégal d'exporter, même en ayant une balance commerciale déficitaire. Ils sont très très loin, mais je pense on doit pouvoir les rattraper, mais ça demande qu'on travaille de façon ardue. Ça demande qu'on travaille de façon ardue. Et de faire moins de politique. Et de faire moins de politique. Dans on vise une transformation. Je reviens sur le secteur parapublic en Côte d'Ivoire. Oui. Le secteur parapublic en Côte d'Ivoire contribue à la création de richesses. Il n'est pas une source il n'est pas un coût, mais elle contribue. Elle gagne de l'argent, elle contribue. C'est que tous les problèmes que nous avons ici dans la gouvernance au Sénégal a été réglé en Côte d'Ivoire. C'est pour ça le secteur parapublic. Il y a énormément d'ingrédients macroéconomiques qui fait que la Côte d'Ivoire, mais je dis qu'il vient de dépasser le Ghana. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la Guinée est en train de nous talonner. Avec Simandou, la Guinée est en train de nous talonner. Mais nous sommes dans une zone à compétition. Chaque État veut dire, les investisseurs, venez chez moi. Le forum que nous avons fait. Mais la Côte d'Ivoire va le faire, la Guinée va le faire, le Bénin va le faire, mais chacun va essayer de tirer. Et c'est de bonne guerre, en réalité. Maintenant, à nous d'être beaucoup plus compétitifs, à nous de mener les réformes importantes qu'il faut pour rendre notre pays. Mais moi, je suis optimiste. On a un très beau pays. On a des gens qui sont... et ça peut interroger, hein. Je suis optimiste réaliste. Oui. C'est important, le mot est important. Je suis optimiste réaliste, mais ce dont je suis certain, c'est que sans accord avec le FMI, ça va être extrêmement difficile. Oui, oui. Nous n'avons pas le choix. On a vu le Ghana.
je sais pas c'était qui, l'ancien régime. Ils ont tout dit sur le FMI, mais à la fin de la journée, ils sont partis se mettre à genoux à New York pour dire, les gars, venez nous aider. On n'a pas le choix. Nos pays sont très pauvres. Nous avons besoin Même d'être si les accompagnés. autorités sénégalaises le disent à chaque occasion, elles n'attendent pas les FMI. Hein. Ça a été dit aussi bien par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, la porte-parole du gouvernement. Avec ou sans FMI, le Sénégal va avancer. Mais si on dit qu'on attendait que les FMI, on serait mis à genoux, on serait mis par terre. C'est pour ça qu'on trouve les solutions aujourd'hui d'aller sur le marché sous-régional pour continuer à exister. Mais elles sont pas optimales. Ça, je pense qu'il faut le dire. Elles ne sont pas structurelles. Voilà. Elles sont pas structurelles. C'est des coûts que nous faisons. Trouvons un accord sur le FMI. Ça nous donnera la possibilité d'emprunter des ressources longues et à des taux concessionnels assez importants. Après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est après avoir un accord sur le FMI, il faut veiller à la bonne gouvernance de nos ressources. Il faut apprendre pourquoi nous sommes arrivés à ça. Nos taux d'endettement, 120% par rapport au PIB, la Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont exacts, ils sont en dessous de 60%. Quand vous êtes en dessous de 60%, ça vous donne une grosse marge de manœuvre. Maintenant, les erreurs, rien des critères. 70%, c'est le critère. Absolument. Nous, on est à 120%. On ne peut pas. C'est comme vous avez votre maison, vous gagnez de façon très simple. Vous gagnez 100 francs par mois et vous avez un niveau de vie de 120%. Comment vous allez faire? Pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne créez pas cette richesse. Je suis optimiste. La situation difficile que nous traversons, je pense, elle est simplement transitoire. Mais moi, je reste persuadé qu'on va trouver une solution. Le plus dur, c'est les fondamentaux que le gouvernement va mettre en place sur la bonne gouvernance, la redevabilité et les performances qui vont être au cœur du centre, au cœur des politiques publiques. Et on va s'arrêter sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup. Merci, chérie. Merci. Lansana Gagny Sakho. Ça fait un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir pour Evenprod de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. À bientôt.